DPK Prod vous présente Londres, un voyage imprévu mais qui a pourtant nécessité une longue préparation. Un périple à la fois solitaire et partagé, plein d'ambiances sonores, de descriptions et d'impressions. Mais surtout, un séjour ponctué de questionnements, d'apprentissage et de rencontres impérissables. Londres, cette destination que j'ai appris à appréhender un peu différemment par le prisme du handicap visuel et de l'accessibilité. Je suis Cali, je suis une personne malvoyante et l'expérience de voyage que je vous propose de vivre est unique. C'est la mienne. Good morning. On est dans le métro, la Circle Line, pour aller vers Westminster. Enfin dans le quartier là-bas, parce que on n'a pas fait Westminster la dernière fois et on s'est dit qu'on allait voir. Parce qu'en fait les billets étaient très très chers, on n'avait pas beaucoup le temps. Donc là on va voir s'il n'y a peut-être pas une réduction pour payer un seul billet. Et que le billet accompagnateur soit gratuit. Et voir si ça vaut le coup de faire la visite avec un audio guide ou quoi. Parce que pour ce prix-là, c'est vrai qu'on se disait si on comprend rien de ce qui se passe, surtout si ça reste que visuel, c'est dommage quoi. Parce que je crois que ça fait 30 livres, donc 35 € quoi. Donc on va voir ça. Après, en fait on a beaucoup de choses à faire. On voulait faire le Horse Guard, donc là où il y a tous les chevaux avec les gardes dessus quoi. Qui est pas très très loin non plus. On voulait voir s'il y avait la boutique Harry Potter pas très loin à Trafalgar Square, donc il y a juste à remonter la rue. Comme on a fait le premier jour, je crois que c'était vendredi. Et ensuite, on voudrait reprendre les transports pour aller jusqu'à le Borough Market, où on était samedi pour la visite Harry Potter, manger là-bas, faire une photo au Tower Bridge. Et puis après, on a la visite de Jack l'Éventreur à 16h45. Enfin, il faut qu'on y soit à 16h45, ça débute à 17h. Donc voilà, c'est un peu le programme pour aujourd'hui, sauf que là, on n'était pas forcément hyper en avance ce matin et on a un métro jusqu'à Westminster qui prend 35 minutes. En fait, c'est pas trop dans le coin et les bus nous prenaient 47 minutes. Donc le métro est le plus rapide, mais on a quand même 14 arrêts quoi. Sachant que en plus on n'a plus beaucoup d'argent sur les Oyster Card, donc il va falloir qu'on en remette. Mais ça c'est annexe, c'est pas bien grave. Après peut-être que Westminster, je suis en train de regarder, il ouvre qu'à 10h. Oui c'est possible. Je sais plus entre 9h30 et 10h. En fait tout ouvre entre 9h30 et 10h ici. Mais j'avoue que les Westminster, je me souviens plus si c'est l'un ou l'autre. J'essaye de voir ça. Mais attends, je pas trop de réseau. En ce moment le réseau est... Ouais c'est vrai qu'on a pas mal de problèmes de réseau en ce moment. Ça ouvre à 9h30. Bon écoute, on verra bien. Ça se trouve on le fera même pas parce qu'il n'y a pas d'audio guide ni rien, donc écoute... Faut que, on a une réduction aussi parce que là c'est 30 x 2, ça fait 60 livres et donc ça fait 70 € je crois, 75. Pour visiter une abbaye, c'est un peu cher quoi. Ouais, même si c'est la Westminster Abbey. Bon... c'est sûr que si on comprend rien... Non. Il y avait une dame qui est passée derrière nous l'autre fois et qui disait mais la Notre-Dame là, elle coûte... pas cher, je ne sais même pas si elle disait pas que c'était gratuit. Donc moi je me rappelle pas si c'est gratuit ou pas, parce que je n'ai jamais visité Notre-Dame de l'intérieur, mais oui non c'est quand même beaucoup moins cher en France. Hein. Donc voilà, choisissez bien vos visites ou alors prenez les passes qu'il y a aussi pour plusieurs jours. Moi j'étais pas sûre de ce qu'on allait faire donc j'ai pas pris le pass, mais ça peut être rentable aussi. Je crois même qu'il y avait des réductions en fait avec la Oyster Card Visitor, celle qu'on a. J'avoue que je me suis pas renseignée sur comment on obtenait les réductions. Je sais pas. Bref, on verra bien. Bon les amis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Westminster, quand on demande la réduction entre guillemets situation de handicap, on n'a même pas demandé d'ailleurs, on est arrivé avec la canne blanche quoi, et c'est gratuit. Voilà, on se casse la tête pour rien du tout depuis 2 jours à se dire on sait pas si on y va, ça va peut-être être cher et tout, c'est 30 livres et tout. Non, allez-y. Et on a même eu le coupe-fil, donc on est rentré beaucoup plus facilement. C'est gratuit, il y a l'audio guide en français, donc n'hésitez pas. Le truc que je te disais qui est tout doré là, mais peut-être nous en parler après parce qu'ils ne disent rien dessus. Mais... Non, parce que ça date du Xe siècle. Après, il y a le palais qui est pas loin. On l'a vu, on est passé devant à un moment donné. Donc il y a l'abbaye et le palais.
qu'on peut visiter. Tac. Ensuite le 4, on va avancer. Du coup on passe en dessous. Ce beau, je sais pas comment le définir, mur doré. D'accord. Vêtu d'or de partout. Il y a beaucoup de gravures dessus. Ok. Il est beau parce qu'il est doré en jaune et du coup dessus il y a du bleu, il y a du rouge, il y a plein de couleurs. Je peux peut-être te le faire toucher. Ouais. On va sentir les gravures. On y est. Ah oui, c'est un Ce que relief. tu touches, tu vois, c'est doré. Et Ok. autour c'est bleu, blanc, ça fait comme des mosaïques. D'accord. Ouais, c'est plein de petites formes. Il y en a certaines, on dirait des fleurs, mais je pense pas que ce soit des fleurs. Mais ça fait un peu ça. C'est joli, ici ça fait des fleurs. Ouais, ça fait des fleurs. Donc apparemment, on est sur une visite de 35 minutes, ce qui nous arrange bien, vu qu'il est 10h30 à peu près. Donc on va faire la visite. Il y a pas mal de groupes, mais c'est quand même beaucoup moins fréquenté. Nous sommes mardi. Je vous conseille de venir peut-être en semaine plutôt que le week-end, et surtout pas le week-end de la Saint-Patrick. Je pense que c'était pas forcément le bon plan vendredi quand on est passé. Il y avait énormément de monde. Là ça va, on est dans la première heure de visite, donc franchement ça va. C'est un bon horaire. Oui. Il s'asseyait là en fait. C'est grand, il y en a plein. Ça c'est un espèce de... C'est des en bois. stalles, ouais. Voilà. Ouais, ok. Et en bas, de l'autre côté, derrière, tu vas pas pouvoir toucher. Alors il y a des petites lampes, tu vois, ils ont chacun leur petite lampe. Là où ils sont assis, derrière, il y a le siège, la banquette. D'accord. Ah oui, effectivement, des petits lumignons. Petites, C'est joli. Parce que du coup, ça fait très chic, c'est en bois. La banquette est en moquette rouge. Oui. Bah, d'après ce qu'ils expliquent, effectivement, c'est pour les hauts dignitaires. Donc il y a sur chaque stall, Oui, c'est ça. il y a le nom de la personne, enfin en tout cas de la fonction de la personne qui peut s'asseoir ici. Il y a une stalle pour le souverain, la souveraine. Et il n'y a que le doyen qui est autorisé à l'utiliser en dehors de la souveraine. Sinon ça peut être pour le doyen, pour les hauts commissaires du Commonwealth, pour des dates spéciales qui peuvent venir célébrer la messe ou des prières ici, sachant que le Westminster est une abbaye toujours en activité. Donc il y a des prières tous les jours et il y a aussi la messe le dimanche. C'est pour ça qu'il ne faut pas du tout prévoir d'aller à Westminster le week-end, enfin en tout cas pas le dimanche, parce que c'est fermé au public touristique. Voilà, c'est seulement pour la messe et les offices. Et après, il y en a, j'arrive pas à les lire parce que c'est des lettres vraiment comme dans le temps, je sais pas comment dire. Je crois que Oui, écrit c'est une vieille écriture. Jen, ouais, j'arrive pas à lire, c'est leur vieille écriture là, comme à l'époque, que j'arrive pas à relire. Mais ouais, après, ouais, c'est les noms des pays, New Zealand, South Africa, Australia. Parce qu'il y a Australia, Canada, ouais. Faire une petite photo. Donc les pays du Commonwealth. Ouais, pas de souci, vas-y. Donc voilà, là on est devant les stalles où les hauts dignitaires, les hauts commissaires du Commonwealth peuvent s'asseoir et prendre place, comme les jours de fête nationale ou ce genre de choses. Mais c'est écrit en vieille écriture, pas très bien, pas très lisible apparemment. Il y a eu un faux départ parce que ça arrête pas de parler ce machin, ils font des pauses de 10 km alors que ça sert à rien. Donc ce que j'allais dire, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils disaient donc qu'il y avait 4 offices par jour, un à 7h30, un plus petit un peu plus tard, un à 12h30 et les vêpres à 17h. Et ils disaient que, c'est pour ça que ça ouvre en fait à 9h30 je pense. C'est pour laisser passer les premiers offices et c'est pour ça que ça ferme à, je crois que c'est 15h30 pour les vêpres. Par contre, il est possible que dans la journée, notamment je pense vers 12h30, eh ben super, voilà l'exemple en pratique. Voilà, il va avoir une prière parce qu'elle est toujours en activité. Tout le monde s'arrête. Ouais, on doit s'arrêter. God and Father of all people, who in your love made all the nations of the world to be one family, help those of different races to love and understand one another better. Take away hatred, jealousy and prejudice, that all may work together for the coming of your kingdom of righteousness and peace, through Jesus Christ our Lord. Amen. Donc j'adore quand ce que je dis trouve son exemple tout de suite après. Ça s'est passé hier à Harry Potter. Donc voilà, il est 11h, on vient d'avoir une prière
rapides. Et donc apparemment, effectivement, on peut avoir de temps en temps dans la journée des petites prières rapides. Donc potentiellement, si vous venez, vous aurez aussi le droit à un petit moment de recueillement. On arrive au niveau des tombes, mais qu'on n'a pas le droit de toucher vraiment. Donc là, j'ai juste senti, frôler pour... On peut passer à côté, hein, on peut vraiment marcher Oui, à oui. côté. On n'a pas le droit de les toucher, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui les touchent parce qu'il y a tellement de monde que on peut se cogner dedans, quoi. Elles Voilà. sont vraiment dans l'allée principale du... Donc voilà, juste effleurer pour se rendre compte, pour que je me rende compte où ça en était. Mais voilà, on n'a pas le droit de toucher normalement. Ah, mais elle vient de partir où elle nous ouvre la petite barrière pour monter juste en haut des escaliers et voir D'accord. le sanctuaire derrière. Mais ah ouais, il est beau, mais on voit pas trop. Enfin, là, nous, on est trop petits pour voir. Ouais, en fait, on ne peut pas y rentrer parce que le sol est trop fragile. Donc en fait, il faut juste, entre guillemets, l'apercevoir en haut des escaliers. Et donc c'est là où il y a la tombe d'Édouard le Confesseur, qui a fait sa profession de foi en tant que tel. C'est pour ça que le nom de le confesseur lui a été donné. Il a été canonisé, si je me rappelle bien, en 1161. Et il y a des lieux de pèlerinage. C'est un lieu de pèlerinage pour des pèlerins qui viennent régulièrement lui rendre hommage. Voilà. Ah oui, donc oui, effectivement, dans le couloir où on vient de passer, c'est pas des tombes comme les autres. Il me semble que c'est les tombes des souveraines, qui sont représentées en gisant, donc vous savez, allongées avec les mains croisées sur les tombes, et on marche pas dessus, celles-là. Celles-là sont protégées par des barres en fer forgé, toutes dorées. Voilà, ça doit être le coin des souverains ici, de toute façon. Et du coup, on va aller voir le tombeau de la reine Elisabeth I et de la reine, de la Queen Marie. Queen, c'est reine, hein? Oui. Et de la reine, il y a une marche qui monte. Oui. Reine Marie I. Elisabeth D'accord. I et Marie I. Ok. Il y a encore 2 marches. Ok. Attends, il y a une dame. Ouais. C'est à gauche. Ah oui, bah. Sorry. elle, c'est autre chose pour elle. Hein. C'est vrai? Oui. Il y a un gros tombeau énorme. Ça fait très reine pour le coup. Elle a déjà, je te le dis, dans l'abbaye, elle a sa partie à elle, rien que pour elle. Ah ouais. Oui, donc c'est assez sympa parce qu'effectivement, on a les tombes d'Élisabeth Ier et de Marie Ier d'Angleterre, qui étaient divisées de leur vivant et qui finalement se retrouvent enterrées ensemble étant mortes. Donc c'est assez sympa, c'est assez drôle. Et tout au bout, il y a aussi ce qu'on appelle le coin des innocents, où c'est les enfants royaux qui sont enterrés ici. Comme Édouard V et Richard d'York, qui a été assassiné dans la tour de Londres d'ailleurs, en 1483. Élisabeth Ier a quand même bien marqué son temps. Ouais. Tu peux toucher un peu déjà, tu vas sentir les fleurs de lys. Bah, Ouais. c'est le mur de l'abbaye. Ah oui. Tu vois, son tombeau, il vient jusque là à gauche. Regarde. Ouais. Et là, tu peux sentir, il est très haut, tu vois. Et il y a des fleurs là, qui sont gravées en dorure. Ouais. Là, il y a la fleur de lys. Ok, Et voilà, il y a le tombeau. d'accord. Tout du long, on va faire le tour du monde. Oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup de place pour passer. Donc là, vraiment, on tourne autour. C'est un gros tombeau en plein milieu de la pièce. C'est en marbre. Ouais. Et dessus, il y a une statue comme si elle dormait. Yes, wait, please. Excuse me, on passe chacun notre tour. Oui, chacun prend son temps. On est là depuis 10 secondes, mais c'est pas grave. C'est fou ça. Oui, les gens sont pressés, ça. Ouais, pardon, je disais qu'elle est allongée sur la pierre tombale en statue. Ouais, en elle a la gisante. couronne sur la tête. Et voilà, comme si elle dormait. Ouais, ça marche. C'est vraiment bien fait parce que même l'oreiller a été fait de la forme de sa tête qui est couchée dessus, quoi. Il est plié, enfin, Oui. c'est très beau. Si vous avez déjà la référence, si vous avez la référence, vous y êtes déjà allé, c'est pareil qu'à la cathédrale Saint-Denis. Si jamais. Donc oui, on a la tombe d'Henri VII, mais on n'a pas celle d'Henri VIII. C'est un des seuls monarques Tudor à pas être enterré ici. D'ailleurs, c'est lui qui a fermé l'ordre monastique, qui est officier ici en 1540. Et il y a une punchline sur la tombe des parents d'Henri VIII. Je sais plus, c'est ici gisent les parents bénis de leur progéniture et qui a donné Henri VIII. Super. Je sais pas si c'est lui qui l'a écrit, mais c'était très drôle. Oui, donc le bout de la chapelle, c'est en hommage au bombardement, notamment en 1940. Il y a même un bout de la chapelle qui a été soufflé par le souffle d'une bombe et qui a été recouvert de verre, en mémoire en fait,
des pilotes morts durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a Jacques Ier, c'est le fils de Marie Stuart, qui a enterré sa mère ici, donc tout proche d'Élisabeth Ier, contre qui Marie Stuart, entre guillemets, se battait pour l'obtention des couronnes d'Écosse, d'Angleterre et également de France, puisqu'il y a la fleur de lys française. Et donc son fils, Jacques Ier, qui est monté sur le trône, alors j'ai plus la date, mais fin 16e, début 17e, a enterré sa mère ici. Il y a aussi sa belle-mère, à Marie Stuart, Lady Lennox, donc la comtesse, et dont son aîné, Darnley, a épousé Marie Stuart. On entend beaucoup les sirènes quand même d'ici. Et donc il y a aussi la tombe, j'avais oublié son nom tout à l'heure, c'est Margaret Beaufort. Donc ici on est dans le coin des poètes, c'est l'endroit que je voulais voir de base. Donc il y a Chaucer et Spenser qui ont été les premiers à être enterrés ici. Et ensuite il y a tous les grands poètes comme Browning et Tennyson qui ont demandé à être enterrés aussi ici, enfin qui ont été enterrés ici. Et il y a des plaques commémoratives pour tous les auteurs anglais auxquels on peut penser, enfin britanniques auxquels on pourrait penser, comme Austen, Brontë, etc. Et aussi Dylan Thomas. Enfin voilà, donc il y a pas mal d'auteurs. C'est pareil, il y a des statues, je crois que tu me disais. Ouais, il y a leur tête, je pense qu'il y a pas mal de sculptures. C'est principalement les visages, c'est pas des statues entières, c'est principalement des leurs bustes. bustes. Ouais. Il y en a au moins, là j'en vois 2, 4, il y en a au moins une quinzaine. Et donc voilà, ils sont tous enterrés ici, tous rassemblés en tant que poètes britanniques. Il y a des noms, il y a écrit par exemple Johnson, Robert Southey. Burns, il y a les dates aussi. Ouais. 1768, 1790. Il vivait pas longtemps à l'époque. Non, il mourait très jeune. Il y a aussi la plaque commémorative de Shakespeare aussi, d'ailleurs, j'ai oublié. Mais ouais, Shakespeare, Brontë, Austen, etc., etc. Bon, vous aurez eu les 5 ou 6 derniers coups de midi de Big Ben. C'est ça. J'ai pas réussi à avoir les premières parce que normalement ça fait. Enfin, un truc comme ça. C'était pas les bonnes notes, mais vous voyez. Donc là, on est arrivé à Horsegard. Donc c'est pas très loin de Westminster, Big Ben, etc. Donc vous pouvez y aller. Et donc il y a les gardes sur leurs chevaux qui ne bougent pas. Donc vous voyez, quand on rentre comme dans un château, il y a toujours une petite cabane, une petite maison devant avec le mec qui garde le bâtiment. Le concierge. Voilà. Donc ça fait exactement ça. Il y en a 2 de chaque entrée du portail. Ils sont sur un cheval noir et ils sont habillés comme on les a vus pendant la parade, avec une grande cape, un grand manteau en tissu rouge avec des petits boutons dorés. Ils ont une coiffe sur la tête dorée, un casque doré. Et ils ont des grandes bottes noires. Ils ont leurs pieds dans les étriers et du coup ils sont 2, ils sont de chaque côté du portail. Et ils bougent pas. Et le cheval ne bouge pas non plus. Et même le cheval sur lui, il a au niveau des chaînes de son harnais, du morse, tout ça, c'est tout en or, quoi, tout doré. Ouais. L'autre c'est celui avec en forme de chapeau, de hibou, de éclair Harry Potter. Alors attends, je refais la photo. Alors je sais pas si vous pourrez le deviner parce que la musique va pas du tout avec l'endroit, mais on est à la boutique Harry Potter, à la Magical Platform qui se trouve près de Trafalgar Square, parce qu'on n'a pas pu du tout passer à la boutique hier, enfin presque pas, donc on voulait quand même trouver des petits souvenirs à ramener autour du thème d'Harry Potter. Donc là on est en train de trouver les Jelly Belly. Bon, comme vous pouvez l'entendre, on est dans le train. On teste un nouveau moyen de transport, c'est la National Rails. On va aller en fait à Borough Market, sauf que c'est de l'autre côté de l'East River, pas du tout, de la Tamise. Et donc c'est trop compliqué. En bus, ça prend 40 minutes de bus et après en plus il faut marcher.
Et en métro, ça avait l'air assez compliqué. Donc le monsieur dans le métro nous a dit non, remontez et allez prendre le train de la National Rails et vous y serez en 8 minutes en fait, c'est plus simple. En fait, c'est ce que mon portable me proposait sur Maps, sauf qu'il y avait écrit Soest-Esterne et je voyais un logo avec des rails. Comme j'ai dit, il y a un logo que j'ai jamais vu, c'est pas le logo du métro. En fait, c'est parce que c'est présenté de la même façon que le métro, sauf que c'est pas le métro, c'est le train. Et Ouais, c'est au-dessus, exactement ça en le fait. plus simple pour y aller, sauf que moi, du coup, j'étais dans le métro, je cherchais, je trouvais pas. Et en fait, c'est parce que c'est au-dessus, c'est le train, c'est pas sous terre, mais c'est sur terre. Voilà, je pense que c'est pour passer le pont en fait. Voilà. Pour passer les ponts, ça sera plus simple. Et donc voilà, on teste un nouveau moyen de transport qui est, ma foi, très sympa, très confortable, donc il n'y a pas de souci. Et apparemment, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais j'allais dire c'est peut-être les mêmes prix que le métro. Bon, le métro étant cher ici, oui, voilà. Mais c'est pas forcément plus cher, je pense. Je vous dirais. Non, on avait 6 et quelques et on avait remis 5, il restait 1,40, il restait... Attends. Ah mais ça n'a pas encore été débité, c'est à la sortie. Ah oui, quand on c'est sera. ça. Donc en fait, parce qu'il nous reste 6 livres 45 sur nos Oyster Card et on voudrait pas en rajouter. Enfin voilà, moi je voudrais pas forcément en rajouter. Donc voilà, si ça peut coûter les mêmes prix que pour le métro, c'est-à-dire plus ou moins de 70, comme ça on aura aussi la possibilité de faire un retour ce soir. Parce que il va falloir rentrer aussi de Whitechapel jusqu'à King's Cross, ce qui n'est pas du tout à côté. Donc voilà, on prendra peut-être un bus ce soir avec 1,75, ça ira pas mal. Welcome aboard this Southeastern service to Hayes. We will be calling at Waterloo East, London Bridge, Lewisham, Ladywell, Catford Bridge, Lower Sydenham, New Beckenham, Clock House, Elmer's End, Eden Park, West Wickham and Hayes. Et nous voilà à très peu de distance de Tower Bridge, on s'apprête à monter dessus pour le traverser et rejoindre Whitechapel. Cette grande tour qui, plus on se rapproche, plus ces 2 tours sont énormes devant nous. Ce pont, c'est vrai qu'il est majestueux. Ça fait vraiment 2 grosses tours de château face à face. Et en fait, on a le pont, ça fait comme un trou dans la tour et on passe en dessous. Donc ça fait comme un porche. Et le pont a cette particularité d'être tout bleu. Toutes les parties en ferraille sont bleues. Il y a du bleu clair, du bleu foncé. Et un peu de rouge, il est assez bien décoré avec des petits comment ça s'appelle, mosaïques un peu, enfin pas mosaïques, mais c'est gravé sur le pont. Voilà, il a cette particularité-là et vraiment il est majestueux, il est grand. En haut, on voit le drapeau d'Angleterre qui flotte du Royaume-Uni. Et tout en haut des tours, il y a des pointes vêtues d'or. Il est vraiment magique. Je vais regarder si je peux pas vous donner des informations plus précises sur Tower Bridge. Mais Et quand tu dis des tours, c'est des tours elles sont carrées. Ouais. Elles font vraiment tour de château. C'est de la roche. Hein. Là, ça relève du château fort. Hein. La Tower Bridge, en français pont de la Tour, est un pont basculant britannique situé à Londres et permettant notamment le passage de la Tamise aux véhicules motorisés. Il appartient à la classe des ponts suspendus et est composé de granit sur sa façade, d'acier sur sa structure et de béton pour ses fondations. Il est situé entre les arrondissements de Borough, de Southwark et de Tower Hamlet, près de la Tour de Londres, dont il tire son nom. Il est l'un des 4 ponts gérés par les services du Lord Mayor. Le Tower Bridge est situé dans la Pool of London, marquant la limite entre l'Upper Pool en amont et la Lower Pool en aval. J'aurais voulu vous en dire un peu plus s'ils avaient écrit un peu plus de spécificité sur... Mais là, on doit être dans la Lower Pool, parce que franchement, on est dans le quartier un peu plus populaire et un peu plus aussi tradi. Donc le quartier un peu plus traditionnel. Je pense que l'Upper Pool, on va s'y diriger en le traversant. Et donc pour vous en dire un peu plus sur cette taille et sa longueur, au moment de sa construction, le Tower Bridge est le plus grand, 246 mètres de longueur et 65 mètres de hauteur. Pas mal. Et le plus sophistiqué des ponts basculants jamais construits. Le pont est célèbre dans le monde entier grâce à son architecture très particulière de style néo-gothique. Il est composé de 2 grandes tours, une suspension rigide, d'un tablier s'ouvrant au passage des navires les plus hauts et au sommet de 2 passerelles piétonnes parallèles, donc 2 passerelles qui sont parallèles les unes aux autres. Les machineries du pont ouvrant sont accessibles au public depuis 1982 sous forme de musée représentant le fonctionnement du mécanisme hydraulique qui permet depuis 1894, la date de construction du pont par M. Sir John Wolfe Barry et Horace John, de mouvoir le pont à bascule. Et après avoir monté une volée de marche,
Nous sommes sur le pont, comme vous pouvez l'entendre. Donc il y a les véhicules qui circulent à notre droite et on a le bord du pont avec la Tamise à gauche. C'est parfait. On y va. Allez, let's go. Alors j'ai coupé juste au moment où nous avons vécu une expérience assez incroyable. Rien de fou, hein, c'est juste qu'on est sur une plaque sur le pont et que quand les gros véhicules passent comme des camions ou des bus, eh bien toute la plaque bouge. Donc on a l'impression que nous aussi on bouge et on a vraiment fait ensemble un wow. C'était En fait, c'est surprenant, on s'y attendait pas. Alors moi, on m'avait déjà dit, et je sais que de mémoire, j'étais déjà venue dessus, et oui, le pont, il bouge. Oui, il bouge. Hein. Ça, on le sait, c'est connu et ils nous le disent. Mais du coup, là, le bus, il est passé, la plaque, elle a bougé et on a tous les deux fait wow, on a eu un peu peur quand même, quoi. Et est-ce que c'est normal? Mais oui, c'est normal, Il y a eu vraiment un gros mouvement parce que le pont bouge, mais tranquille, quand c'est les voitures. Mais alors, quand il y a le bus ou les camions qui passent, c'est vrai que là, ça secoue. Ah, attention. Wow, ouais, ça bouge, ça tremble vraiment. Voilà. Mais là, tout à l'heure, on avait un plus gros truc parce que là, il est passé plutôt lentement aussi. Pas mal. C'est bizarre, mais j'aime bien. J'aime bien la sensation. Allez, on va repartir. On va passer bientôt sous la deuxième tour. Enfin, à côté pour le coup, mais ouais. Ah, puis ici, sur ce pont, on a une vue. Je vais faire une photo sur le quartier de la City, là. C'est vrai qu'on a la incroyable City juste parce en que, face. En fait, il y a quelque chose qui est vraiment particulier dans la City, c'est que on a ces gros monuments, ces gros immeubles très new-yorkais, les uns sur les autres, des vraiment gros bâtiments. Une vraie skyline, quoi. Voilà. Et devant, on a la Tour of London, qui du coup fait très ancienne, elle, avec des murs plutôt en pierre. Et même parmi ce gros pack d'immeubles, et ben, au milieu, on aperçoit une église. Elle est là, elle est toute seule. Et ça, c'est vraiment un contraste impressionnant. Ah, c'est chouette. La Tower of London, c'est une ancienne forteresse avec la fameuse tour, vous savez, où Henri VIII a commis quand même pas mal de crimes, dont le meurtre. Alors je sais pas si c'est vraiment... Je suis pas très calée en histoire anglaise, mais vous savez, de sa femme Anne Boleyn, qui a été enfermée là. Et donc voilà, il y a eu pas mal de tortures, de meurtres, de crimes perpétrés dans cette tour. Donc elle est malheureusement, tristement célèbre. Malheureusement, on va pas pouvoir la visiter parce qu'on a vraiment pas le temps. Mais ça aurait pu être une bonne visite. Donc voilà, on vous le dit, si vous passez par ici, vous pouvez faire le Tower of Bridge et après enchaîner avec la Tour de Londres qui est vraiment pas très loin. Et si vous voulez faire un petit tour dans la City aussi. Alors je confirme que dans cette tour on peut monter puisque là il y a des entrées, il faut payer. Ouais. Et je vois finalement en regardant en haut sur la passerelle des gens, c'est tout là-haut qui marchent. D'accord. Donc c'est possible. Ah, ça doit être sympa aussi. Ça coûte pour info 12,30 €, enfin 12 livres 30. 12 livres 30, ça fait 15-16 € quoi. Donc si vous voulez tenter l'expérience, et voilà, n'hésitez pas. On aura le temps de se poser beaucoup au final. Non, peut-être pas. Bon là les gars, on est dans le... On a vraiment décidé sur le coup. On est dans l'ascenseur du Tower Bridge. Voilà, parce qu'on a demandé s'il y avait des réductions et un fast track. Donc oui, on a eu le coupe-fil pour le fast track. Et après, on a payé 9,30 ouais, pour deux. Donc voilà, demandez toujours s'il y a des réductions, il y en a à chaque fois. Hein. Et ils ne demandent pas plus d'informations, ils voient que vous avez la carte blanche et ils vous laissent passer. Okay guys, so the next group, if you'd like to make your way through to the next part for us, please. Donc là, oui, ils nous montrent des films de l'ancien temps, le temps victorien, où quand le pont s'ouvre pour laisser passer les bateaux, quand il y avait des chevaux, tout ça. Et apparemment, après, il y a des observatoires, ils disent glass room. Donc je pense que c'est des endroits où tu peux voir à l'extérieur, si je dis pas de conneries. Et apparemment, il y en a 2. On va aller voir. Ouais. C'est fou d'être en haut quand même. Oh là là. Ah ouais. Quand je vois la hauteur, quand on est au pied, là on est en haut. C'est ça. Incroyable. Bon après il y a des explications sur les murs. Oui. L'histoire un peu. Oh, ils ont fait une verrière où on peut voir sous nos pieds. Là faut pas avoir le vertige. Ah chouette, j'adore ça. Waouh. Waouh. Là c'est grandiose. Ça c'est pour toutes les personnes qui ont le vertige. D'ailleurs tout le monde s'arrête à faire des photos dessus. Ah bah oui, j'imagine. Ah ouais. Waouh. Tu marches dans le... Oh. Wow. Oh, ça fait un Faut pas effet que quand la même. vie, ça pète. On est d'accord. Oh my god. Yeah.
Bon bah, on est intégré au cercle de pied du visiteur group. Ah cercle de pied. Vous êtes tous venus faire une visite Jacques l'Éventreur, à savoir que c'est bientôt le crépuscule, hein. Donc si jamais vous avez envie de partir, de vous réfugier quelque part, c'est vous qui avez choisi. Donc mon nom c'est Milo, voilà, je serai votre détective pour ce soir, et puis vous êtes mes apprentis. Avec un peu de chance, vous aurez appris assez de choses pour être des experts à la fin. Alors, le parc là, on se donne rendez-vous, il se trouve que il y a on va dire une certaine importance, il a donné son nom au quartier, le quartier dans lequel on se trouve. Est-ce que quelqu'un connaît le nom de ce quartier? Personne? Broadgate, non, ça c'est le nom de la station. Mais bien joué quand même, bien essayé. Whitechapel. Ah bah oui. Whitechapel. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Chapelle Blanche. Chapelle Blanche. Alors, où est la Chapelle Blanche? Je sais pas. Non, il n'y a plus de Chapelle Blanche, elle a été détruite en 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale. On a des bombardements à Londres, ça s'appelle le Blitz en fait, cette période où Londres est bombardée. Donc certains pans de la ville vont être détruits et ce sera le cas de notre Sainte Marie, la chapelle qui se trouvait ici. Un an après, les ruines de cette chapelle se font foudroyer, il ne reste plus rien. Voilà. Terminé. Bon, après, elle a quand même survécu de par le fait qu'elle a donné son nom qui est resté. Voilà, Whitechapel. Et je parle de ça parce que cette affaire de Jacques l'Éventreur, elle est également appelée les meurtres de Whitechapel. Parce que la plupart sont conduits en fait à l'intérieur de ce quartier, justement. Est-ce que quelqu'un a fait des petites recherches? Un apprenti détective sérieux qui allait voir peut-être quelle est la date dans laquelle les meurtres se passent? 1888. Hein? 1888, effectivement, un bon point pour Mathieu. Non, pas Mathieu. Si? Sony, c'est l'ère victorienne. Et on est même vers la fin de l'ère victorienne parce que ça fait 52 ans que la reine Victoria est sur son trône. Donc un peu comme Elisabeth II avant, c'est une vraie légende vivante auprès de son peuple, très très populaire. Mais depuis 1887, donc un an avant, on commence à avoir un mouvement social qui se lève à Londres. Et ça, c'est notamment des vagabonds. On appelle ça des vagabonds à l'époque. Donc ça, c'est Polly Nichols. Polly Nichols, qui ne vient pas de Whitechapel, hein, elle vient de la Cité de Londres au départ. Quand je parle de la Cité de Londres, je parle de ce quartier particulier qui est l'ancien poste romain, l'ancien Londinium. Donc ça fait partie, bien sûr, il y a la City dans le sens les banques, etc. Mais ça s'étend un petit peu autour parce que voilà, c'est cet ancien poste romain. Et elle vient de la Cité de Londres et elle s'est mariée à l'âge de 18 ans avec un homme qui s'appelle William Nichols, un ami de son frère. Elle a 5 enfants avec lui et au cours du mariage, elle se rendrait compte, selon son père en tout cas, qu'il la trompait et aussi il commence à la battre. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Pardon? Elle commence à boire. Ouais, non, il fallait pas partir ou il fallait pas se débarrasser de ce mari parce que c'était quand même important, je vous ai dit, d'avoir une présence masculine. Si on n'a pas de présence masculine, bah en fait on se retrouve ici, on est classifié comme prostituée. Donc on préfère rester avec son mari et se noyer dans l'alcool. Et c'est ce qu'elle a fait. Problème, c'est que le mari en question, il a pu utiliser cette excuse-là pour demander le divorce, vu qu'il a envie de s'en débarrasser. Il a dit que c'était une femme alcoolique, indécente, grossière, une mère indigne, qui en plus avait commencé à se prostituer. À ce moment-là, elle est exilée de son foyer, pas la garde des enfants, pas le droit de visite, elle se retrouve toute seule à Whitechapel. Alors, il y a des gens qui ont dit que peut-être il était satisfait ou peut-être qu'il était dégoûté, en fin de compte, il avait fait tout ce qu'il avait envie de faire, mais à la fois, si on connaît un peu la psychologie des tueurs en série, ils s'arrêtent pas. Ils s'arrêtent pas avant qu'on les arrête en fait. Ils peuvent même pas s'empêcher, même s'ils ont envie. Donc c'est pas vraiment une théorie satisfaisante. Il y a des gens qui ont dit que peut-être qu'il était mort. James Maybrick, le franc-maçon, il est mort en avril 89, donc quelques mois après. Il était tombé malade. Est-ce que c'est la raison pour laquelle les meurtres se sont interrompus? On a également un autre homme, Montague, un homme de bonne éducation qui avait eu une formation chirurgicale dans sa jeunesse d'ailleurs.
qui s'était suicidé quelques jours après le dernier meurtre. Et la famille disait qu'au vu de ses troubles psychologiques, peut-être que c'était lui, le tueur. Mais bon, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Ça pourrait aussi être quelqu'un qui a voyagé, parce qu'on a des femmes qui ont été tuées de manière assez similaire aux États-Unis, au Canada et en Australie. Des pays anglophones notamment. Mais bon, la question qu'on se pose par rapport à ça, c'est est-ce que c'est la même personne ou est-ce que c'est un autre tueur en série qui a lu les journaux et qui s'est dit « Ah, c'est intéressant, je vais prendre de l'inspiration » et qui a réalisé ses meurtres de cette manière-là. Le mystère plane toujours. www.dpkprod.eu. Vous concevez, je réalise. DPK Prod, du son à votre image.